Les titres, le chef de l'État en visite au centre médical du camp général Sangouli-La-Mizana. Ce jeudi, Paul Sandaogo Damiba est allé réconforter les blessés de guerre et encourager le personnel soignant. Toutes les images et les réactions dans ce journal. Dans ce journal également, première réunion du club de la presse du Centre national du Centre de presse Norbert Zongo. Au menu des échanges, la question sécuritaire et la corruption au centre des raisons du coup d'État du 24 janvier dernier. Était-il une fatalité? La réponse dans cette édition. Et puis, le grand format de ce journal, lui, nous amènera à Fada où les taxis, motos jouent bien leur jeu dans le transport en commun du personnel. Mais les problèmes demeurent, notamment les permis de conduire et puis les conditions de travail des conducteurs. C'est le grand format de ce journal, je vous le disais. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Mais d'abord, le taux se resserre autour de Kiev au deuxième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les premiers combats ont déjà eu lieu dans la capitale ukrainienne. Vladimir Poutine lance un appel à l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui, sonne la mobilisation et appelle à l'aide. La place Maïdan, cœur battant de la capitale ukrainienne, complètement déserte. Kiev, vidé d'une partie de ses habitants, attend l'arrivée des soldats russes. L'armée ukrainienne organise la défense de la ville. Ainsi, l'un des ponts qui permet l'accès à son centre a été détruit. Dans un discours ce vendredi, Vladimir Poutine envoie un message aux forces ukrainiennes et les invite à prendre le pouvoir. Une fois de plus, je lance un appel aux militaires des forces armées de l'Ukraine. Ne laissez pas les néo-nazis utiliser vos enfants, vos femmes et les personnes âgées comme boucliers humains. Prenez le pouvoir en main. Il semble qu'il sera plus facile pour nous de nous mettre d'accord qu'avec cette bande de drogués et de néo-nazis qui s'est installée à Kiev et a pris en otage tout le peuple ukrainien. Des combats ont lieu à Obolensky, un quartier du nord de la capitale. L'un des immeubles a été frappé par un missile russe vendredi matin. Le président Zelensky, particulièrement ciblé par le Kremlin, a décrété la mobilisation générale des Ukrainiens soumis à la conscription et lance un appel au-delà des frontières. Si vous avez une expérience de combat en Europe et que vous ne voulez pas rester les bras croisés face à l'indécision des politiciens, vous pouvez venir dans notre pays et nous rejoindre pour défendre l'Europe. C'est nécessaire maintenant. Volodymyr Zelensky est apparu dans une vidéo en fin de journée. Il assure être toujours présent à Kiev. Reste à savoir combien de temps sa sécurité sera assurée. La France a affirmé vouloir l'aider en cas de menace imminente. Retour au Burkina où le chef de l'État poursuit ses consultations. Paul-Henri Sandaogo Damiba recevait hier les leaders religieux et coutumiers des zones les plus touchées par le terrorisme. Il leur a demandé leur implication dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, notamment pour juguler les tensions intercommunautaires et les fractions sociales. Madina Sino. C'est une rencontre entre autorités coutumières et religieuses et le président du Faso. Un face-à-face pour parler de lutte contre le terrorisme. Le phénomène gagne de plus en plus du terrain au Burkina Faso depuis 2015. Et pour remporter la lutte, Paul-Henri Sandaogo Damiba met à contribution les leaders coutumiers et religieux qui jouent selon lui un rôle décisif pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Les leaders religieux, les notabilités sont avant tout les dépositaires de nos valeurs, de nos croyances, de nos traditions, et à ce titre, ils sont parmi les premiers responsables et les gardiens de notre vivre ensemble. Nous devons tous prendre conscience de ce rôle et le jouer à fond, quitte à en perdre la vie. Le cas de la ville de Djibo dans le Sahel a été abordé au cours de cette rencontre. Les populations de Djibo souffrent le martyre et selon plusieurs témoignages, des groupes armés terroristes règnent à maître dans cette localité. Un appel est donc lancé à l'endroit des coutumiers de la zone. Les zones les plus touchées sont des zones où résident majoritairement des communautés peulh.
votre rôle est capital. Votre rôle est décisif. Et il faudra jouer pleinement votre rôle parce que nous comptons jouer pleinement notre rôle parce que nous savons que c'est sur les volets sécuritaires et civils que nous pouvons réussir. Un volet ne pourra pas l'emporter sur l'autre. Après avoir présenté leur doléance au chef de l'État, ces leaders religieux et coutumiers se sont engagés pour le retour de la paix au Burkina Faso. Notre communauté est très préoccupée par la situation qui prévaut actuellement dans notre pays et veut être à côté des autres communautés nationales comme une actrice déterminée de la lutte contre le terrorisme. Elle revendique toute sa place dans cette lutte et comme elle a l'honneur d'avoir votre écoute et votre attention, elle va dans les jours à venir, après concertation, faire des contributions pour la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et pour mieux favoriser le retour du bon vivre ensemble dans notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations initiées par le président du Faso dans la perspective de la refondation de la nation portée par le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La dégradation de la situation sécuritaire, mais aussi la corruption devenue presque endémique, voici deux des principales raisons qui ont amené les militaires à prendre le pouvoir. Ce contexte faisait-il donc du coup d'État du 24 janvier dernier une fatalité? Eh bien, la question était en discussion au cours de la première rencontre 2022 du Club de la presse du Centre national de presse, Norbert Zongo. Benjamin Kwame. Face aux journalistes, le professeur Luc Marius Ibriga, désormais ancien contrôleur général d'État, celui qui dirigeait l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, livre sa lecture sur la corruption dans le pays et donne son opinion sur l'avènement au pouvoir des militaires avec le MPSR. D'abord avec le coup d'État du 24 janvier dernier qui a fait partir Roch-Marc Christian Kabouré du pouvoir, Luc Marius Ibriga estime qu'ici, les hommes en armes ont fait du mimétisme, faisant référence au cas du Mali et de la Guinée. Pour lui, ce n'est pas le rôle du MPSR de procéder au changement de régime par des armes, quelle que soit la situation. D'ailleurs, les militaires sont aussi responsables face à la situation sécuritaire qui est devenue dégradante. La responsabilité des militaires n'est pas de conquérir le pouvoir d'État. Leur responsabilité, c'est de défendre l'intégrité territoriale du pays. Et en cela, ils ont une responsabilité dans la situation que nous vivons actuellement. Donc, quand ils font leur déclaration en disant qu'ils ont pris leur responsabilité de mettre fin au régime du président Roch-Marc Christian Kabouré, ça, ce n'est pas leur responsabilité. Leur responsabilité était d'empêcher qu'un pouce du territoire national soit enlevé au Burkina Faso. Comprenant tout de même le cri de cœur de la population qui était à bout à cause de l'insécurité et de la malgouvernance qui persistait sous le régime MPP. Le professeur Ibriga soutient encore que ce coup d'État ne devrait pas être soutenu, encore moins conduire à une prestation de serment. Le constitutionnaliste se veut très clair. Cette prestation de serment n'a pas de raison d'être au plan juridique. Parce que la prestation de serment n'est pas une cérémonie à part. La Constitution ne connaît que l'investiture du chef de l'État. Et au cours de l'investiture du chef de l'État, il y a plusieurs phases, dont la prestation de serment et la remise de la déclaration des biens. L'enseignant de droit à la retraite rappelle que le président Paul-Henri Sandaogo Damiba est arrivé au pouvoir par un coup d'État, un mode qui n'existe pas dans la Constitution. Alors toujours selon la même Constitution, ce coup d'État peut conduire à une désobéissance civile, c'est-à-dire que le citoyen peut ne pas obéir à ses ordres.
Sur le volet de la corruption, le conférencier du jour fait savoir que le Burkina Faso était dans la corruption systémique et elle tendait à être institutionnalisée et il faut la stopper. Ça veut dire que la corruption a gangréné les différents secteurs de la société. Et surtout au Burkina Faso, vous brûlez un feu, vous devez payer 8 000 francs. Le policier vous prend 2 000 ou 3 000 francs qui n'iront pas dans les caisses du trésor. Et votre voisin, lui, il va au trésor et il paie les 8 000 francs. Il y a une injustice qui est créée. De la même manière que le marché public de plusieurs millions qui est détourné. Luc Marius Ibriga propose donc d'accentuer la sensibilisation à tous les niveaux pour démontrer que la corruption est nocive pour le pays. Sachez également que le Club de la presse se veut mensuel. C'est un cadre d'échange qui vise à informer la population sur les sujets d'actualité. Comment combattre le terrorisme tout en respectant les droits de l'homme? Une question assez délicate pour les forces de défense et de sécurité qui se sentent parfois prises au piège dans l'exercice de leur mission. Elles peuvent dorénavant s'appuyer sur un guide des standards nationaux et internationaux en la matière. Le document a été validé hier. Justin Monton. Le respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme. C'est l'objectif de cette rencontre initiée par le ministère en charge de la justice à travers la Direction générale des droits humains et la Direction de l'éducation aux droits humains. Avec le financement de l'Institut danois des droits de l'homme, un guide qui se veut un outil d'information et de sensibilisation sur les standards nationaux et internationaux adoptés dans le cadre de la prévention et la répression des actes terroristes est ici soumis à validation après son élaboration. Il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs sessions de formation sur le respect des droits humains à l'endroit des forces de défense et de sécurité pour renforcer leur professionnalisme. Et c'est le condensé de l'ensemble de ces formations en termes de contenu qui est évoqué dans ce guide. Donc, à l'issue de ce guide, nécessairement, il faudrait que ce guide soit vulgarisé et qu'il y ait encore davantage d'actions de sensibilisation en vue de renforcer ce professionnalisme-là. Les attaques terroristes au Burkina Faso sont souvent accompagnées de violations ou d'atteintes aux droits humains en général. Les forces de défense et de sécurité doivent, dans l'exécution de leur mission, veiller au respect des droits humains. Nous ne disons pas qu'il y a des violations des droits humains dans la lutte contre le terrorisme, mais en tant que ministère des droits humains, nous agissons également dans la prévention. Donc c'est à titre préventif que nous avons élaboré ce document pour qu'éventuellement, si des gens par méconnaissance pouvaient s'adonner à différentes pratiques, qu'ils puissent en inspirer et donc pouvoir garder le Burkina Faso sur la scène internationale donc en matière de bon élève, en matière de respect des droits humains. Ce guide sur la prise en compte des droits humains dans la lutte contre le terrorisme, élaboré au profit des forces de défense et de sécurité, va rendre davantage professionnelle la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Voilà, je vous le disais en titre et ces images du chef de l'État au chevet de blessés de guerre. Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est rendu ce 25 février au centre médical du camp Sangoulé-Lamizana. Il est allé apporter du réconfort aux blessés et saluer, dit-il, le dévouement du personnel soignant. Le président du Faso s'est également rendu au centre d'éducation et de promotion sociale des armées pour encourager les veuves et les orphelins des militaires tombés au front. Le récit de Roméo Koeta. Dans les différentes salles d'hospitalisation, le président du Faso a pu constater de visu les conditions de prise en charge des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie blessés au front dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 80% de ces blessés de guerre sont soignés dans ce centre de santé des armées du camp Sangoulé-Lamizana. Les victimes souffrent généralement de traumatisme des membres. Le chef de service a expliqué au président du Faso que les médecins travaillent avec détermination pour sauver la vie des soldats, mais dans des conditions parfois très difficiles, faute de matériel adéquat. Il plaide alors pour l'acquisition d'équipements de pointe pour une meilleure prise en charge des combattants.
On espère qu'il va nous aider à acquérir un certain nombre de matériel qui va vraiment nous aider pour avoir une meilleure prise en charge de ces blessés du terrorisme. C'est vrai que par ailleurs, on a parlé de l'hôpital militaire. C'est vrai que dans tous les pays, il y a les hôpitaux militaires qui sont à la pointe. On parle depuis longtemps de cet hôpital militaire qui peine à voir le jour. Et on espère que sous l'emprise du président du Faso, cet hôpital verra vraiment le jour et pourquoi pas ne pas être une référence au pays et peut-être de la sous-région. Après le centre médical où il a réconforté les blessés, le chef de l'État s'est rendu au centre d'éducation et de promotion sociale des armées. Objectif, encourager les veuves et les orphelins des militaires tombés sur le théâtre des opérations. Dans ce centre, les veuves suivent des formations en art culinaire, saponification, coiffure et couture, entre autres. Une initiative du projet Gopaga, soutenue financièrement par des Burkinabés, tant de l'intérieur que de la diaspora. Le but étant de contribuer à l'autonomisation financière de ces femmes. Nous avons pris en parrainage 300 enfants. Ils sont suivis, on a pris les bulletins scolaires ce trimestre-là, on analyse. Il y a des visites famille. Et toutes les veuves, à leur discrétion, il y a un suivi psychologique. Et par la suite, il y a l'autonomisation. Elles sont autonomisées sur 6 mois. Par la suite, on les installe. Et pendant 1 année et demie, on les accompagne. On leur apprend à pêcher, mais on se regarde comment elles pêchent dans un premier temps avant de les laisser. Quand elles vont finir, pour ceux qui font la cuisine, elles auront le matériel pour s'installer. Pour ceux qui font la coiffure, pour ceux qui font la saponification, ou pour celles qui participent aux entretiens pour trouver un emploi. Et tout ça, c'est grâce à des Burkinabés. 95% de ce programme, c'est un financement du pays, des enfants du pays, de la diaspora et d'ici. Le président d'Amiba a salué l'engagement de toutes ces personnes qui œuvrent à la réussite du projet. Un acte patriotique qui mérite, selon lui, d'être accompagné et soutenu. Dans un tout autre registre, ils l'ont appelé projet Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or. Les artisans miniers et les organisations de la société civile entendent ainsi lutter contre le commerce informel de l'or et ce, à travers le renforcement des capacités des orpailleurs dans divers domaines d'exercice de leur métier. Justin Monteau nous en dit plus. L'artisanat minier burkinabé est de plus en plus un terreau favorable à la fraude de l'or. Selon le ministère en charge des mines, chaque année, au moins 10 tonnes d'or sont vendues illégalement vers les pays voisins. Cette fuite de capitaux appelle à une réflexion afin d'identifier les causes en vue d'endiguer le phénomène. C'est pourquoi le projet Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or veut lutter contre le commerce informel et ce, à travers le renforcement des capacités des orpailleurs. L'objectif est d'inciter les parties prenantes à pratiquer le commerce de l'or en suivant un canal légal. Le premier volet, ça porte sur l'inclusion financière et l'autonomisation économique des hommes et des femmes qui sont des acteurs et actrices de ce secteur qui est très important. Et ça va passer par la mise en place de structures de crédit et d'épargne pour leur permettre de mieux gérer leurs revenus, de mieux valoriser ces richesses qui sont tirées de cette exploitation minière artisanale. Le deuxième volet sera beaucoup plus un apport technique à la suite des échanges, des consultations, voilà, pour formuler un dossier technique qui va ressortir toute la synergie d'action entre les autorités de la gouvernance minière, les organisations de la société civile, notamment les structures faîtières de l'EMAP et également les partenaires techniques et financiers. Aussi, ce projet veut reviser les stratégies d'application de la loi de sorte à réduire l'influence des acheteurs informels. L'idée est d'améliorer la mobilisation des recettes dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or au Burkina Faso. Ce projet va apporter beaucoup au pays, notamment avec l'encadrement et l'organisation des artisans miniers au Burkina. Comme vous le savez, la fraude est assez importante dans le secteur minier artisanal. Donc, ce projet va aider le gouvernement du Burkina à résorber un peu la fraude et améliorer les recettes. On assiste à une explosion de l'exploitation minière artisanale qui demande à être organisée au profit du développement de nos États. Je crois que le projet, en fait, vise à prendre en compte ces aspects et faire en sorte que le développement du secteur minier artisanal
s'inscrivent dans les stratégies du gouvernement de façon générale. Le financement provenant de l'exploitation illicite des ressources naturelles comme l'or profite à des groupes criminels organisés selon Interpol. Alors, pour réduire la menace sécuritaire, le secteur nécessite donc un encadrement. Sa mise en œuvre bénéficie du soutien de l'ambassade du Canada au Burkina Faso. C'est un secteur très important pour le Burkina Faso. C'est aussi un secteur qui est porteur d'instabilité et de vulnérabilité, notamment pour les femmes du secteur. Et donc de s'associer avec Impact et avec ARM permet de tenter de renverser la tendance, de formaliser davantage le secteur et de stabiliser et sécuriser davantage ces communautés. Le projet Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale est porté par l'ONG Impact Burkina et l'ARM, l'Alliance pour une mine responsable. Il dure 2 ans et couvre les régions du centre-nord et du centre-ouest. Direction maintenant la ville de Fada où les taxis motos se sont imposés comme l'un des moyens de transport qui compte. Ils constituent un pôle d'offres d'emploi non négligeable et un moyen de déplacement assez appréciable pour certains clients. Et pourtant, tout n'est pas rose. Les conditions de travail des conducteurs, leur indiscipline à répétition entre autres, desservent le secteur. C'est le grand format de ce journal. Il est signé Archimède Boy. Ils font partie du paysage de la ville de Fada Ngoma, dans l'est du Burkina Faso. Regroupés à certains endroits ou en circulation, ces hommes en chemise jaune sont des conducteurs de taxi-moto. Ils assurent le déplacement des populations pour un coût variant selon la distance. Voilà, il y a des distances, on peut aller à 500, il y a des distances, on peut aller à 300. Voilà, 1000 francs même il y en a. Ça dépend là où tu partais. Un tarif diversement apprécié par les usagers. Pour ce client, l'arrivée des taxis-motos est un soulagement pour ceux qui ne disposent pas de moyens de déplacement. Les taximans là, quand ils sont venus, nous on est tellement contents. Comme des fois on a des déplacements qu'on va aller à quelque part, ça dit qu'on n'a pas moyen de déplacement, donc on n'a pas moto. Tu peux demander même un ami, il peut te dire que lui, il a un affaire. Donc quand tu as ton 300 francs, tu prends, tu donnes le taximan, il va te déposer, tu fais ton affaire et puis tu gagnes ce que tu vas manger pour gérer ton famille. Donc ça nous arrange. Ces conducteurs sont aussi confrontés à des clients pas toujours d'accord avec le prix d'une course. Si on prend un client, parfois on dit 500, il dit que non, que c'est trop cher. Bon, c'est pas de notre faute aussi, parce que de nos jours, là, un bouteille de sang, là, c'est 800. Si tu vas mettre une bouteille de sang, tourner, bon, les sangs, là, peuvent finir comme ça. Tu peux même pas atteindre 2000 comme ça. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien là-bas. Ce métier en vogue dans la cité de Fada permet à ces jeunes de se soustraire du chômage. Si certains sont propriétaires de leurs engins, d'autres ne le sont pas. Ces derniers travaillent pour des propriétaires et n'ont pas de rémunération fixe. Non, je ne me suis pas payé. Par contre, si je prends le moto par jour, je le dois 10 000 francs par jour. Souvent, je gagne. Je peux avoir 5 000, je peux avoir 6 000. Comme je peux avoir 1 000 francs par jour, mais si je gagne, je dois payer le patron. Le contrat, c'est 10 000 par jour. Les taxis-motos en mauvaise presse auprès d'une partie de la population, regrette Amadou Diko, toute chose qui ne leur rend pas la tâche facile, surtout en cas d'accident de la route. Si un accident se produit dans la circulation, tout le monde insulte les taximans. Et dit à les taximans, tout ça, l'accident, c'est à cause de vous. Mais alors que c'est pas ça. Depuis moi, j'ai rentré taxi depuis 2016. 2016, en allant à l'air là, je n'ai jamais vu un taximan avec un autre taximan qui ont fait accident. Si c'était problème de taxi, eux aussi ils vont s'affronter. Mais c'est problème de circulation aussi. La route n'est pas bonne, les gens et tout ce qui circule mal. Un avis que ne partage pas la police municipale. La majeure partie des accidents du cours de la circulation routière en ville, c'est-à-dire que je ne vous apprends pas, ils sont en grande partie responsables de certains accidents. Ils ne respectent pas, c'est-à-dire le code de la route et puis le règlement intérieur aussi de l'association. Parce qu'il est strictement interdit de remorquer 2 personnes. Mais alors que ces gens-là, c'est-à-dire que c'est leur quotidien. Pour mieux outiller ces conducteurs et défendre leurs intérêts,
une association a été mise en place. Ali Diallo en est le secrétaire général. D'une dizaine de taxis à 2 roues en 2012, la localité compte 220 aujourd'hui, selon cet homme qui se présente comme l'un des précurseurs de cette profession dans la cité de Yendabli. Avant d'être membre de l'association, nous sommes des commerçants de bétail. Nous voyageons vers le Nigeria, le Bénin, le Togo. L'idée est venue là-bas. Parce que quand on arrive là-bas, on est facile. En fait, le déplacement est trop facile. Dès que tu arrives, il y a ces motos qui te prennent, qui t'amènent où tu veux. Donc, à chaque fois quand on revient chez nous, on a des difficultés pour rentrer. Il faut appeler ta femme, ou bien appeler ton frère, ou bien appeler un ami proche. Sur les 220 conducteurs de taxi-moto, plus de la moitié ne possèdent pas de permis de conduire, selon les responsables de l'association, qui soutiennent que le conseil municipal d'alors avait pris l'engagement de les accompagner pour l'obtention d'un permis A1. Maintenant qu'il est dissous, cette préoccupation sera-t-elle prise en compte par la délégation spéciale? S'interrogent ces conducteurs. La suite de ce journal avec cette solution digitale qui pourrait améliorer la prise en charge des jeunes en cas d'accident. Il s'agit d'un bracelet. Oui, vous l'avez bien entendu, un bracelet, mais un bracelet muni d'un code QR renfermant des informations d'urgence sur celui qui le porte et permettant aux sapeurs-pompiers et aux infirmiers d'avertir les proches de l'accidenté en cas de difficulté. Maxime Bouldo nous explique comment tout cela marche. Ce bracelet, simple à vue d'œil, contient plus d'informations que vous ne l'imaginez. Une identité digitale qui pourrait vous sauver la vie en cas d'accident grave. Muni d'un code QR uniquement défrichable par les éléments de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et les médecins, ce bracelet contient des données personnelles et de santé sécurisées du détenteur qui servira à alerter ses proches par SMS en cas d'urgence. L'idée est de faciliter sa prise en charge dès l'hospitalisation. Une fois que les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de vérifier si l'élément a un bracelet sauve-vie sur lui. Le sapeur-pompier prend le téléphone qu'il a, il rentre au niveau de l'application sauve-vie, il scanne le code QR de l'accidenté et une fois l'appareil lit les informations de l'accidenté et le sapeur-pompier maintenant a l'identité de l'accidenté, il alerte en un clic les 4 personnes ressources de l'accidenté qui reçoivent instantanément l'SMS leur avertissant que leur enfant, neveu ou parent a eu un accident et sera référé dans tel ou tel centre de santé. Dénommé bracelet Sauve-vie, il est conçu par Aino Digital, une entreprise burkinabé et destiné majoritairement aux jeunes. Dans la seule ville de Ouagadougou, 80% des déplacements se font à moto ou à vélo. Ces deux moyens de transport provoquent en moyenne 70% de tous les accidents chaque année. Et en raison du nombre de personnels soignants, les victimes ne sont prises en charge que lorsqu'un membre de la famille est présent. Alors, cette innovation vient comme une alternative dans la prise en charge rapide des blessés. On a choisi de les porter sur un bracelet, de mettre le support sur un bracelet, parce que c'était plus facile à trouver lorsque vous êtes dans une situation d'urgence. On ne veut pas fouiller dans vos sacs pour savoir où est-ce que vous l'avez mis. Le fait que ce soit à votre poignet, c'est plus accessible pour les services de santé et les premiers répondants. C'est cet appareil qui permettra aux sapeurs-pompiers de lire les informations codifiées sur le bracelet. Un lot de ce matériel est remis ici aux éléments de la BNSP. Les éléments Sauve-vie sont de plusieurs modèles. Présentement, Sauve-vie n'est disponible qu'à Ouagadougou, mais avec notre partenaire, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, nous allons travailler à l'étendre sur tout le territoire national. Mais c'est conditionné par l'Internet. L'enrôlement annuel coûte 4 000 francs CFA pour le forfait basique. Le souscripteur peut aussi ajouter des options comme prévenir son assureur ou l'employeur en cas d'urgence. 3 ans après sa mise en œuvre, l'heure est au bilan du projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l'état civil, un projet qui a été mis en œuvre au profit des populations de la région du Centre-Nord. Il a concerné
4 volets: la planification familiale, la prise en charge sanitaire, psychosociale et juridique, la santé sexuelle et les faits d'état civil. Et le bilan semble satisfaisant pour ces initiateurs, un consortium d'organisations non gouvernementales. Amadou Diko. C'est une rencontre bilan et de partage d'expériences sur les acquis engrangés par le PRODEC, le projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l'état civil des populations. 3 années après sa mise en œuvre dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel, le projet note des résultats satisfaisants. La planification familiale, la prise en charge sanitaire, psychosociale et juridique, la santé sexuelle et reproductive et les fêtes d'état civil sont les domaines d'intervention auxquels ces acteurs se sont consacrés durant la mise en œuvre du projet. Il y a eu une évaluation qui a été menée, comparée aussi à l'évaluation de base, qui a montré des résultats assez satisfaisants. Par exemple, en ce qui concerne le planning familial, nous avons un gain de 20 points, par exemple, sur l'utilisation des méthodes modernes par les utilisatrices. Il y a aussi cette satisfaction que nous avons eue à travers la collaboration, d'abord entre membres, et aussi à travers le leadership du ministère de la Santé, qui est président du groupe technique. Les réalisations mises en œuvre ont besoin d'être pérennisées pour la postérité. Et les bénéficiaires se sont engagés à poursuivre les activités de sensibilisation et d'éducation sur les thématiques concernées. Nous nous sommes engagés à ce que les activités qui ont déjà été menées puissent également être bénéfiques à d'autres personnes. Parce qu'au niveau de Dori, pour les ambassadeurs qui ont été formés, également en tant que point focal, nous comptons pérenniser les activités en invitant tous les jeunes qui ont déjà reçu les formations à faire des multiplications, c'est-à-dire à former d'autres personnes ou encore à partager leur acquis avec d'autres personnes. Le PRODEC a été porté par un consortium composé de EDICO, Terre des Hommes Lausanne, Christian Children Fund of Canada, l'Association burkinabé pour le bien-être familial et l'Association des municipalités du Burkina Faso. Une initiative qui a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne. Et pour finir, ce communiqué émanant de la direction de la communication de la présidence du Faso que je m'avais vous lire maintenant. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de refondation de la nation, le président du Faso, chef de l'État, a mis en place une commission technique d'élaboration du projet des textes et de l'agenda de la transition. Au terme des travaux qui ont pris en compte les contributions de toutes les forces vives de la nation, cette commission a remis officiellement son rapport au président du Faso le mercredi 23 février 2022. Dans la perspective de l'adoption de cette charte constitutionnelle de la transition, le président du Faso convie les forces vives de la nation le lundi 28 février 2022 à la salle de conférence internationale de Ouagadougou à partir de 7h00. À l'issue de l'adoption de la charte, le président de la transition sera officiellement investi le même jour dans la salle des banquets de Ouagadougou. Une copie de la charte est disponible pour les participants dès le dimanche 27 février 2022 au secrétariat du comité d'organisation à la salle de conférence de Ouagadougou. C'est signé de la direction de la communication de la présidence. Ce qu'il faut retenir, c'est que le lundi 28 février 2022 à la salle de conférence internationale de Ouagadougou, à partir de 7h00, aura lieu la réunion des forces vives pour l'adoption de la charte de la transition. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure, ici même, 19h30. Bon début de week-end.